Une seule femme, un nom que presque personne ne connaît. Elisa Kiwark, supposément arménienne, supposément. Pourtant, elle vivait près de Bombay, dans l'Inde de l'époque. Et c'est précisément ici que commence une histoire qui, en réalité, n'aurait jamais dû voir le jour. Car que se passe-t-il lorsque la science moderne rend soudain visible des choses restées cachées pendant plus de 200 ans? Que se passe-t-il lorsqu'un minuscule fragment de notre ADN contient plus de vérité que des archives familiales entières? C'est exactement ce qui s'est produit lorsqu'un simple test génétique a révélé un secret qu'une des familles les plus célèbres de Grande-Bretagne n'a jamais voulu dévoiler. Et avant d'aller plus loin, si ce genre d'histoire cachée t'intéresse, si tu veux savoir ce qui se trouve derrière les versions officielles, alors reste bien jusqu'au bout, car ceci n'est que le début. Tout a commencé par une question simple. Elisa était-elle vraiment arménienne, ou y avait-il derrière cette histoire quelque chose de totalement différent? On a donc commencé à examiner l'arbre généalogique de plus près, génération après génération, en remontant le temps. Et finalement, 2 femmes ont été trouvées prêtes à faire un test ADN. Toutes 2 se situaient dans la lignée maternelle directe de la famille de Diana. En 2013, le généticien Jim Wilson de l'université d'Édimbourg a effectué une analyse de routine. Rien de particulier. Ce genre de test est courant. Les échantillons provenaient de 2 parentes éloignées de la mère de Diana, 2 femmes considérées comme cousines au 3e degré. Lorsque les résultats sont apparus sur son écran, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il n'a rien dit. Il a simplement regardé, puis il a refait le test. Même résultat. Une 3e fois, identique. C'est à ce moment-là qu'une simple analyse de routine s'est transformée en quelque chose de totalement différent. Dans l'ADN, un marqueur génétique est apparu, si rare qu'il est presque inexistant. Une lignée connue sous le nom de R30B. Dans une base de données de 65 000 personnes, ce marqueur n'apparaissait que 14 fois. 13 fois en Inde, une fois au Népal, pas une seule fois en Europe. Et soudain, ce marqueur faisait partie de la lignée maternelle de la princesse Diana. Cela signifie qu'à un moment donné dans cette ligne directe, de mère en fille, sur plusieurs générations, il y a eu une femme dont l'origine se situait clairement en Asie du Sud. Pas une parente lointaine, pas une branche secondaire, mais bien au cœur même de la lignée principale, directement liée à Diana. Et c'est ici que cela devient vraiment intéressant, car cette femme apparaissait à peine dans les récits familiaux officiels, dans les archives généalogiques, dans les biographies, dans les documents historiques, elle était pratiquement invisible, comme si quelqu'un avait décidé de l'effacer de l'histoire. Mais l'ADN, lui, n'oublie pas, il persiste inchangé à travers les siècles, comme un message scellé, transmis de génération en génération. 2 simples échantillons de salive envoyés dans un laboratoire à Édimbourg ont suffi à décoder ce message. Et soudain, une question s'est imposée, changeant tout. Qui était réellement cette femme? Et pourquoi semblait-il que personne ne la connaissait? Regardons maintenant ce qui se cache réellement derrière cette trace invisible. Ces 2 échantillons d'ADN n'ont pas été choisis au hasard. Les 2 femmes partagées est un élément essentiel pour la recherche. Une lignée ininterrompue, de mère à fille, remontant sur plus de 200 ans. C'est précisément la clé lorsqu'on travaille avec l'ADN mitochondrial. Contrairement au reste de l'ADN qui se mélange à chaque génération, l'ADN mitochondrial reste presque inchangé. Il est transmis exclusivement par la mère. Aucun apport du père, aucun mélange, aucune modification. Ainsi, si une femme possédait un marqueur génétique spécifique il y a des siècles, celui-ci peut encore exister aujourd'hui exactement identique. On peut imaginer cela comme une lettre transmise de génération en génération, sans jamais être ouverte ni modifiée. Et cette lettre se trouvait maintenant entre les mains des chercheurs. Les échantillons ont été placés sur une puce d'analyse capable d'examiner des centaines de marqueurs génétiques simultanément. Pour l'équipe, il s'agissait d'une routine. Une autre lignée aristocratique, un autre ensemble de données, rien d'inhabituel. Mais lorsque les résultats ont été entièrement chargés, l'atmosphère a changé. Le docteur Wilson s'est figé. Il a revérifié les données, les a comparées avec des bases internationales, a examiné chaque catégorie une à une. Le marqueur était clair. Haplogroupe R30B. Des tests répétés ont confirmé exactement le même résultat. Ses collègues ont remarqué sa réaction et se sont approchés. Ce n'était pas le genre de résultat attendu dans une lignée aristocratique britannique. Au cours de toute sa carrière, le docteur Wilson n'avait vu ce marqueur que dans une seule région du monde, l'Asie du Sud. Et c'est ce qui rendait la situation si remarquable, car soudain, ce marqueur apparaissait dans la lignée d'une des femmes les plus connues de l'histoire moderne. Les données laissaient peu de place au doute. 2 échantillons indépendants, 2 résultats identiques. Aucun hasard, aucune contamination. Tout indiquait un lien direct. Cela signifiait qu'environ 7 générations avant la princesse Diana, une femme d'origine sud-asiatique,
faisait partie de cette lignée maternelle directe. Une femme dont la trace génétique avait traversé les siècles. Et cette femme avait un nom, Eliza Kiwark. Mais c'est ici que l'histoire devient encore plus étonnante que la découverte elle-même. Car bien qu'elle ait réellement existé, bien qu'elle ait eu des descendants, elle n'apparaissait presque pas dans les archives officielles. Aucun rôle dans les arbres généalogiques connus, aucune mention dans les grandes biographies, aucune documentation claire, comme si elle avait été retirée de l'histoire. Eliza est née vers la fin du XVIIIe siècle à Surat, une ville portuaire sur la côte ouest de l'Inde, dans l'actuel Gujarat. À cette époque, Surat était un carrefour culturel. Des marchands venus d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient y vivaient et travaillaient. Les langues se mélangeaient, les traditions se croisaient et les histoires familiales étaient souvent bien plus complexes que ce que les documents officiels laissaient entendre. Son père portait un nom à consonance arménienne et Eliza elle-même écrivait en alphabet arménien. Mais sa lignée maternelle, celle révélée par l'ADN, provenait d'Asie du Sud. Dans ces villes portuaires, il n'était pas rare que des personnes d'origine différente fondent des familles. Pourtant, dans le système social de l'Empire britannique, cette réalité n'était pas toujours acceptée. L'origine pouvait déterminer le statut, les opportunités, l'avenir. Je m'arrête ici pour respecter la longueur demandée. En tant que jeune femme, Eliza fit la rencontre de Theodore Forbes, un marchand écossais arrivé en Inde au début du 19e siècle pour travailler pour la Compagnie des Indes orientales. Officiellement, elle était décrite comme sa gouvernante. En réalité, leur relation était bien plus profonde. Ils eurent ensemble 2 enfants, une fille nommée Catherine et un fils nommé Alexander. Pendant un certain temps, ils vécurent comme une famille. D'abord à Surat, puis à Mocha dans l'actuel Yémen, où Théodore occupait un poste important. Des lettres de cette époque montrent qu'Eliza était bien plus qu'une simple compagne. Elle parlait plusieurs langues et l'assistait dans son travail. Dans leur vie privée, ils formaient une véritable famille. Mais à mesure que sa carrière avançait, les règles sociales changeaient. Les relations entre Européens et habitants locaux devenaient de plus en plus mal vues. Ce qui était autrefois toléré devenait progressivement un risque. Puis arriva le moment qui allait tout bouleverser. Un jour, Theodore Forbes quitta simplement sa vie d'alors. Il fit ses bagages, partit, peut-être sans même dire au revoir, et se rendit à Bombay. Seul, sans Eliza, sans ses enfants. Derrière lui, il laissait une femme et 2 enfants qui, du jour au lendemain, ne faisaient plus partie de son avenir. À Bombay, il recommença une nouvelle vie. Il fréquenta les bons cercles, accepta des invitations, développa des relations et gravit les échelons sociaux. Son passé à Surat n'avait plus d'importance. Du moins, pas publiquement. Pendant ce temps, Eliza et les enfants restaient à Surat. Ils regardaient le port, espéraient des nouvelles, un signe, un lien quelconque avec l'homme qui avait si brusquement quitté leur vie. Mais ce qui arrivait, c'était des lettres, beaucoup de lettres. Et de l'autre côté, le silence. Des années plus tard, bien après sa mort, un paquet de lettres anciennes fut découvert en Écosse, dans la maison familiale des Forbes. Elle se trouvait dans un tiroir, oublié, couverte de poussière. Lorsque des historiens les examinèrent, ils comprirent ce qu'ils avaient entre les mains. C'étaient des lettres d'Eliza. Elles n'étaient pas parfaitement rédigées, parfois dictées parce que son anglais n'était pas suffisant, et elle les signait en écriture arménienne. Mais leur contenu était clair, encore et encore la même demande, encore et encore le même espoir. Elle voulait voir sa fille une dernière fois. Dans l'une de ses lettres, elle expliquait qu'elle était prête à amener elle-même l'enfant, si on lui en donnait la permission. Une mère demandant l'autorisation de confier son propre enfant, sachant qu'elle ne le reverrait probablement jamais. Il faut imaginer cela. La distance, la mer, les barrières sociales qui se dressaient entre elle et son enfant. Et malgré tout, elle continuait d'écrire, année après année, sans réponse. Lorsque Theodore Forbes mourut en mer en 1820, il laissa un testament. Dans ce document, il décrivait Eliza simplement comme une gouvernante. Sa fille, il la qualifiait de prétendue enfant. En quelques mots, toute une relation fut réduite à presque rien. Catherine avait alors environ 8 ans. Elle fut placée sur un navire et envoyée en Écosse. Une enfant quittant son pays, laissant sa mère derrière elle pour rejoindre une terre qu'elle ne connaissait pas. On peut imaginer la scène. Le navire s'éloigne lentement de la côte. Les sons familiers disparaissent. L'air chaud laisse place à un climat plus froid, étranger. Tout ce que cet enfant connaissait reste derrière elle. À ses côtés, une seule personne familière, une accompagnatrice chargée de veiller sur elle pendant le voyage. Mais sa mère, elle, ne la reverrait jamais. Son frère Alexander fut lui aussi envoyé en Europe, mais il ne parvint pas à s'y adapter. La nostalgie de son pays était si forte qu'il fut finalement renvoyé. Catherine, en revanche, resta. Elle grandit en Écosse, s'adapta et devint partie intégrante de la société dans laquelle elle avait été introduite. Plus tard, elle se maria et avec elle, la lignée continua. Génération après génération, cette ligne maternelle se poursuivit. Une fille eut une fille, qui à son tour eut une fille. Pendant des décennies, cette chaîne continua sans interruption jusqu'à la naissance d'une femme nommée Frances.
Puis, le 1er juillet 1961, une enfant vint au monde, Diana Frances Spencer. 7 générations séparaient une ville portuaire en Inde d'une vie au centre de l'attention publique britannique, une ligne directe traversant le temps, les continents et les transformations sociales. Et pourtant, son origine resta largement passée sous silence. Dans les récits officiels, cette partie de l'histoire était absente. À la place, une version simplifiée, adaptée, réduite était racontée. Quand on regarde l'époque, cela devient compréhensible. Dans l'Angleterre victorienne, l'origine jouait un rôle immense. Ce n'était pas un simple détail, mais un facteur déterminant du statut social. Une origine non européenne pouvait être perçue comme problématique dans de nombreux cercles, surtout pour des familles évoluant dans les plus hautes sphères ou cherchant à y accéder. Ainsi, l'histoire fut ajustée, pas nécessairement par une seule décision consciente, mais par une multitude de petites modifications, par omission, par reformulation, par mise en avant de certains éléments et dissimulation d'autres. On peut imaginer comment cela se produit. Quelqu'un assis à un bureau, peut-être un chroniqueur familial, peut-être un archiviste. Devant lui, des lettres, des documents, des noms. Il connaît les liens, les origines, l'histoire. Et puis il prend une décision qui semble mineure, mais qui peut avoir des conséquences sur plusieurs générations. Un détail est reformulé, un lieu d'origine est laissé vague, un nom est simplifié ou replacé dans un autre contexte. D'une réalité complexe naît une version plus claire, plus acceptable socialement. Dans le cas d'Elisa, son origine fut souvent décrite comme arménienne. Ce n'était pas entièrement faux, puisque son père avait probablement des racines arméniennes et elle utilisait cette écriture. Mais cette description ne racontait pas toute l'histoire. La part sud-asiatique de son origine restait en arrière-plan, voire disparaissait complètement. Au fil des décennies, cette version simplifiée s'est imposée. Dans les ouvrages généalogiques du 19e siècle, c'est surtout la version arménienne qui apparaissait. Dans les registres familiaux, les archives religieuses et les documents privés, cette ligne fut poursuivie sans que l'histoire complète soit visible. Avec le temps, cette version devint la réalité acceptée. Au XXe siècle, presque plus personne ne la remettait en question. L'histoire était établie, transmise, rarement interrogée. Lorsque la princesse Diana se maria en 1981, sous le regard de millions de personnes à travers le monde, cette origine simplifiée fut encore celle présentée officiellement. Personne ne la corrigea, personne ne la contesta publiquement. Ce n'est que bien plus tard, grâce aux analyses génétiques, qu'une autre image apparut. Pas un secret soudain, mais plutôt une pièce du puzzle qui manquait jusque-là. Je m'arrête ici à nouveau pour respecter la structure. Ce qui rend cette découverte particulièrement fascinante, c'est aussi une certaine ironie. Alors que certaines parties de l'histoire familiale avaient été simplifiées ou adaptées, la famille elle-même était déjà profondément ancrée dans l'histoire britannique. La lignée dont était issue Diana remontait très loin et était étroitement liée aux structures historiques du pays. Et pourtant, l'analyse génétique montrait que l'identité est souvent bien plus complexe que ce que les récits officiels laissent penser. Un seul arbre généalogique peut contenir de nombreuses histoires dont certaines ne sont jamais entièrement racontées. Après la publication des résultats, certains membres de la famille furent interrogés. Une parente déclara qu'elle avait toujours cru avoir des origines arméniennes et qu'elle était désormais surprise, mais aussi curieuse d'en apprendre davantage sur une possible connexion avec l'Inde. Cela montre à quel point la perception et la réalité peuvent diverger. Pendant des générations, une certaine version de l'histoire peut être transmise, tandis que d'autres aspects passent au second plan. Puis la science intervient et apporte de nouvelles informations, non pas pour réécrire le passé, mais pour mieux le comprendre. Au final, cette lignée s'étend jusqu'à aujourd'hui. Le prince William porte lui aussi cet ADN mitochondrial, puisqu'il est transmis par la lignée maternelle. Cependant, cette ligne spécifique s'arrête avec lui et son frère, car elle ne peut pas être transmise par les hommes. Ainsi se referme un cycle, commencé il y a plus de 200 ans dans une ville portuaire en Inde, et qui s'est étendu à travers de nombreuses générations jusqu'à notre époque. Mais ce qui rend cette histoire si particulière ne réside pas uniquement dans la découverte génétique, c'est aussi la manière dont le passé est raconté, quels éléments sont mis en avant, lesquels sont laissés de côté, et comment, avec le temps, une image globale se construit. Et si l'on y réfléchit encore plus profondément, on comprend que cette histoire dépasse largement une seule famille. Elle montre comment l'histoire en général se construit, non seulement à partir de ce qui s'est réellement passé, mais aussi à partir de ce qui est écrit et de ce qui est omis, car chaque génération n'hérite pas seulement de gènes, mais aussi de récits. Des histoires racontées autour d'une table, conservées dans des lettres ou inscrites dans des documents officiels. Mais ces récits ne sont jamais totalement neutres. Ils sont influencés par leur époque, par les attentes sociales et par ce qui est considéré comme acceptable. Au XIXe siècle, l'origine était un sujet sensible, en particulier dans les couches supérieures de la société britannique. Les familles ecclésiastiques qui souhaitaient préserver ou améliorer leur statut faisaient très attention à la manière dont leur histoire était présentée. Certaines origines
pouvait ouvrir des portes ou les fermer définitivement. Dans ce contexte, il devient compréhensible que certains aspects aient été mis en avant, tandis que d'autres étaient rendus moins visibles. Il n'était même pas nécessaire qu'il y ait une décision coordonnée. Il suffisait parfois que certains détails ne soient tout simplement plus transmis, qu'ils disparaissent progressivement ou qu'ils ne subsistent que dans des documents privés que personne ne consulte. Et c'est exactement ce qui semble s'être produit ici. Elisa n'a pas été totalement effacée, mais elle n'a pas non plus été activement rappelée. Son histoire existait sous forme de fragments, dans des lettres, dans des indices isolés, dans des traces qui n'ont été réunies que bien plus tard. La découverte grâce à la recherche ADN est donc si marquante parce qu'elle fonctionne indépendamment de ces récits. Elle ne repose pas sur des souvenirs ou des interprétations, mais sur des données biologiques qui traversent les générations. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle raconte toute l'histoire. Elle montre une ligne, une connexion, une origine, mais le sens de ces informations n'apparaît qu'à travers le contexte, grâce à la recherche historique, aux documents, à l'assemblage de nombreux petits indices. Ainsi se dessine une image plus nuancée que le récit initial. Pas nécessairement plus spectaculaire, mais plus complète. Si l'on imagine comment cette lignée a commencé, elle prend forme avec une femme dans une ville portuaire animée, où différentes cultures se rencontraient. Elle a vécu une vie façonnée par les circonstances de son époque, par des relations, des décisions et des changements qui n'ont pas toujours été documentés. Sa fille a grandi dans un autre pays, dans d'autres conditions, avec une autre perspective. Chaque génération suivante a vécu dans son propre contexte, avec ses propres expériences. Et pourtant, ce lien est resté intact, invisible, mais constant. Pendant de nombreuses décennies, il a simplement fait partie de l'histoire familiale, sans être particulièrement mis en avant. Ce n'est qu'avec les technologies modernes permettant d'analyser l'ADN avec précision que ce lien est réapparu plus clairement. Cela conduit à une prise de conscience importante. L'histoire n'est pas un ensemble fixe et immuable. Elle évolue en fonction des informations disponibles et de la manière dont elles sont interprétées. Et c'est à ce moment précis que l'histoire prend une tournure presque méditative, car au-delà de l'ADN, des origines et des lignées, il est en réalité question de quelque chose de plus profond, la persistance des traces et leur disparition. L'ADN mitochondrial est, d'une certaine manière, comme un fil discret traversant le temps, de mère en fille à travers les générations, inchangé, stable, presque invisible. Mais ce fil est aussi fragile, car il ne continue d'exister que si, à chaque génération, une fille naît et a elle-même des enfants. Dans cette lignée, ce chemin mène finalement au prince William et à son frère. Tous deux portent encore ce marqueur génétique, dernier représentant de cette ligne maternelle spécifique au sein de leur famille. Mais ici, le fil s'interrompt, car même si les hommes possèdent cet ADN, ils ne peuvent pas le transmettre. Cela signifie qu'avec eux, cette ligne mitochondriale directe prendra fin. Un fil génétique commencé il y a plus de 200 ans s'arrête ici. Quand on y pense, cela donne à cette histoire une profondeur différente. Pendant des générations, cette ligne a été transmise à travers des périodes de transformation, à travers différents pays, à travers des changements sociaux et des destins individuels. Elle a persisté sans être visible, sans être consciemment préservée. Et en même temps, cela montre à quel point même ces liens apparemment solides peuvent être éphémères. Ce qui reste, ce n'est pas seulement l'ADN, mais aussi la connaissance de son existence, la prise de conscience que derrière des noms connus se cachent souvent des histoires inconnues, que même dans des familles bien documentées, certaines lignes restent longtemps inaperçues. Elisa Kiwark n'était pas une figure centrale de l'histoire, elle n'était pas sous les projecteurs, son nom n'a pas été célébré à travers les générations, et pourtant son existence a laissé des traces qui atteignent encore le présent. Ces lettres, restées ignorées pendant des décennies, offrent un aperçu rare d'une perspective personnelle qui aurait facilement pu disparaître. Elle ne raconte pas seulement des faits historiques, mais aussi des émotions, des décisions et leurs conséquences. En même temps, cette histoire montre à quel point les perspectives peuvent évoluer. Ce qui était autrefois considéré comme insignifiant ou inconfortable est aujourd'hui vu comme une partie essentielle d'une histoire plus complète. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante, l'histoire ne se compose pas uniquement de grands événements connus. Elle est faite aussi de connexions discrètes, souvent négligées, entre des personnes, des lieux et des époques. Si l'on rassemble tous ces éléments, on obtient une image moins centrée sur les secrets ou les révélations spectaculaires et davantage sur la compréhension. Une compréhension du fait que l'identité est composée de multiples couches, que l'origine est rarement simple et que chaque famille porte en elle bien plus d'histoires qu'il n'y paraît au premier regard. Et peut-être est-ce précisément pour cela que ces histoires se nous fascinent autant, non pas parce qu'elles bouleversent tout, mais parce qu'elles nous rappellent qu'au-delà de chaque récit connu, il en existe toujours d'autres, encore cachés, attendant d'être découverts.